Bien, merci de nous accompagner tout au long de cette journée. On va effectivement s'intéresser à toute cette actualité de la gestion de patrimoine avec nos 4 présidents réunis aujourd'hui sur la scène de ce 3e sommet BFM Patrimoine. Mais auparavant, un petit mot de l'AFG et d'Éric Pinon. Merci beaucoup. Non, juste un petit mot pour dire combien je suis heureux de voir que mes 4 amis et les 4 associations sont réunis. Je l'ai dit à chacun d'entre vous. Et je voulais, en ce début de séance, j'allais dire, peut-être pas inhabituel, puisqu'on se retrouve tous à Lyon, mais se retrouver à Paris dans ce cadre avec BFM me paraît être un signe intéressant de 2 choses. D'abord, on travaille tous ensemble, et je pense qu'ils vont le confirmer. Et deuxièmement, surtout, je pense que pour nos clients, ça confirme qu'on est tous vers un axe qui est l'axe de l'investissement long, qui est l'axe de l'investissement intelligent et qui est surtout l'axe de bien comprendre notre métier. Donc bravo messieurs et merci de vous être réunis et merci à toi de les avoir réunis. Et je vous laisse faire cette belle table ronde qui me fait très plaisir dans son unité et dans sa réunification, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup Eric. Bon, merci à tous les 4 effectivement d'être présents. Alors on a pas mal de sujets sur le feu parce qu'on va parler bien évidemment de la place du Conseil, de la place des CGP. On va parler un petit peu quand même aussi des rapprochements parce que dans vos différentes associations, il y a parfois des cabinets, des maisons qui décident de convoler en juste noces. Et puis il y a bien évidemment la réforme du courtage qui nous intéressera. Sans oublier, vous avez peut-être suivi la table ronde précédente qui parle de cette nouvelle donne économique. Voilà, comment est-ce que l'investissement doit finalement accompagner cette reprise, le financement de l'économie, celui des entreprises. Et puis on terminera par un petit mot d'ESG parce que c'est très à la mode. Donc dans l'ordre, David Charlet pour l'Anacofi, Philippe Fantus pour la CNCIF, la compagnie et Philippe Feuille et donc la CNCGP et Julien Serraki. Merci messieurs. On commence avec la place du CGP. Alors chacun a son micro je crois. Donc voilà, chacun est équipé, c'est très bien. La place du CGP, David, c'est quoi un CGP aujourd'hui et quelle place il doit occuper pour un de mes auditeurs, un de nos épargnants? Enfin voilà, quelle est la place d'un CGP aujourd'hui? La place d'un CGP, elle se confirme d'année en année. On est un pays compliqué. Notre droit familial, patrimonial, financier est compliqué. Et dans tous les pays où le droit est de cette manière un peu compliqué, l'offre est très variée, des métiers comme les nôtres ont leur place. Donc on est à mon avis, pas au maximum de ce qu'on pourrait obtenir à terme. Donc la place, c'est celle d'un généraliste. Certains vont développer des compétences parce que l'idée du généraliste pur et dur, elle date de l'époque où les cabinets étaient tous ou pratiquement tous petits, ce qui n'est plus le cas. On a toutes les panoplies et dans certains, on peut avoir développé des spécificités ou des hyper compétences en plus d'être un généraliste. La place de base, c'est celle du généraliste, c'est celui qui peut aider tout le monde et surtout. Aider, ça ne veut pas dire résoudre les problèmes les plus compliqués. Après, ça, c'est un autre sujet. Par contre, que dire? La particularité de notre métier ou des pays dans lesquels un métier équivalent est né, c'est que quand on dit conseil en gestion de patrimoine, les conseils en gestion de fortune en sont, mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut adresser une grande partie de la population et traiter les besoins d'une grande partie de la population. C'est ça le CGP d'aujourd'hui en France et dans les quelques pays où on a des équivalents. Philippe, pour la compagnie, il est en forme le CGP aujourd'hui? C'est un marché qui croît? Le CGP, c'est un sportif de haut niveau. Sportif de haut niveau d'abord par ses valeurs humaines. On vient de voir le confinement, les difficultés que ça a pu représenter et tout l'accompagnement nécessaire qu'il a fallu avoir pour nos clients. Le CGP, c'est quelqu'un, pour rejoindre ce que vient de dire David, c'est quelqu'un effectivement qui est à la croisée des synergies interprofessionnelles. C'est quelqu'un qui effectivement, plus que jamais, doit être proche dans l'accompagnement et dans la proximité et qui effectivement peut jouer l'interprofessionnalité. Donc aujourd'hui, un CGP, et je le répète avec la crise que nous venons de voir, on se rend compte que même si nous avons des moyens aujourd'hui numériques, informatiques, etc., les clients ont véritablement besoin d'un accompagnement, d'une écoute et surtout de notre disponibilité. Répondre à des clients en week-end, je pense que c'est quelque chose qui prouve
notre réactivité. Il n'y a pas d'horaire, quoi. Voilà, absolument. Et du coup, Julien, c'est un métier qui est en forme, c'est un métier qui fonctionne. Enfin, je veux dire, les clients répondent présents, c'est un marché en croissance. C'est un métier qui est en pleine forme parce que c'est un métier qui est dans l'air du temps. Pourquoi il est dans l'air du temps? Aujourd'hui, les gens, quand ils se posent des questions, quand ils cherchent à avoir des informations sur quelque chose, ils ne veulent pas faire face à des vendeurs. Ils vont sur Internet, ils vont chercher des informations eux-mêmes, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que la matière est complexe et qu'ils ont besoin d'un professionnel. Mais ils veulent un professionnel qui ne soit pas un professionnel conflicté. La génération de mes parents, quand ils cherchaient un conseil ou qu'ils voulaient acheter un produit quelconque, eh ben, ils allaient en bas dans leur rue et ils allaient trouver le commerçant du coin. Et ben, aujourd'hui, avec Internet, les gens ont pris des habitudes complètement différentes. Le coin de la rue est au coin du bureau. C'est plus le coin de la rue, exactement. Et donc aujourd'hui, un client, ce qu'il recherche, c'est quelqu'un qui ne soit pas conflicté, qui lui permette d'avoir une analyse personnalisée, et qui ensuite va un peu jouer le rôle des comparateurs sur Internet, c'est-à-dire lui dire, ben voilà, le produit qu'il vous faut en fonction de votre situation, c'est celle-là. Et donc, c'est pour ça que la philosophie même du métier de CGP est une philosophie du 21e siècle. Et c'est donc, on en parlera certainement plus tard, pour ça que le métier de CGP est en pleine expansion, il prend des parts de marché de manière très importante sur le marché de l'épargne. Ça veut dire, Stéphane, que si on veut être à côté du client, parce que c'est un peu ce qui transparaît des discours jusqu'à présent, il faut aussi être capable de prendre le virage du digital, d'être présent, surtout après ce confinement, surtout après ce moment-là. La profession s'y met vraiment. Oui, bien sûr, la profession s'y met, c'est important d'y être, si je puis dire. C'est encore d'autant plus important d'y être dans le monde du digital qu'on a vécu cette crise sanitaire qui nous montre bien que je veux dire, la façon d'être proche du client aujourd'hui, c'est des réunions en vidéoconférence. De plus en plus, ça s'est développé. Ça s'est développé, je dirais, de force avec cette crise sanitaire. Mais je pense que ça nous a fait faire un pas en avant. On voit la façon dont on a été accompagné également par nos partenaires. Un grand nombre de partenaires ont fait évoluer très très vite tout ce qui était signature électronique. Donc on voit qu'également, on a pu apporter... Parce que c'est bien beau de faire une réunion, c'est bien beau de proposer des solutions. Si jamais il faut envoyer par courrier, retourner, etc., parce qu'on ne peut pas se déplacer, aujourd'hui, on a effectivement ces outils-là, sans compter tous les autres outils qui nous permettent, je dirais, de faire les bonnes allocations, de voir effectivement s'il faut faire des arbitrages ou autres. Donc aujourd'hui, effectivement, le CGP, il est forcément digital. Je crois qu'on a un grand nombre d'éditeurs de logiciels également qui nous accompagnent. Et on voit bien que les outils qu'on avait il y a 10 ans et ceux qu'on a aujourd'hui vont beaucoup plus loin. Donc oui, on ne peut pas naître digital pour être un bon CGP. Malgré tout, il faut rester vraiment au cœur de son métier, ne pas trop s'en éloigner. Il est clair que, je dirais, comme l'ont dit mes Parce confrères, qu'on pourrait avoir le tort de se dire, grâce à ce digital, je peux finalement toucher un peu à tout. J'ai une partie de savoir, etc. C'est important de ne pas s'éloigner de son cœur de métier? Alors, je pense qu'il y a le digital qui est fondamental, parce qu'effectivement, c'est des outils. Le digital, c'est des outils. Mais ce qui a été dit là, effectivement, c'est la proximité, le conseil, l'humain. Je reprends les mots qui viennent d'être prononcés. C'est essentiel. Donc, la proximité, peut-être pas forcément au quotidien, puisqu'on a ces outils digitaux, mais effectivement, voir ses clients, échanger avec eux, parce que si on n'a pas l'information de ce qui se passe chez le client, un divorce, un décès, etc., comment peut-on l'accompagner et l'aider? Ce n'est pas que des chiffres, bien sûr. David, ça vous titille? Oui, juste une réaction là-dessus. C'est un mix homme-machine. Et si vous regardez d'ailleurs toutes les études européennes avec des autorités européennes qui veulent pousser vers le tout digital, le constat qu'elles finissent toutes par faire et que toutes les études amènent, c'est que dans plein de métiers, pas que le nôtre, le modèle qui devient dominant, c'est un mix homme-machine. Et donc, vous serez plus ou moins machine, plus ou moins homme. Et c'est aussi fonction de l'attente de vos clients. Et là-dessus, on n'est pas extraordinaire, en vérité, quand on regarde ce qui est en train de se passer à l'intérieur de l'Europe, parce que les constats au moins européens, c'est ça. Si ce n'est que certains vont être très poussés vers l'humain, d'autres vont être très poussés vers la machine. Voilà. Il y a un autre phénomène que j'évoquais en introduisant notre table ronde, c'est celui de la concentration, de la consolidation, je ne sais pas comment on va appeler ça, en tout cas des rapprochements qui ont lieu dans votre secteur. Julien, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça bouillonne? On a fait une formation sur ce sujet hier. Et alors, la conclusion de cette formation? Alors, je vais pas commencer par la conclusion, Cédric, mais
il y a beaucoup de craintes qui sont liées à ça, à l'entrée de fonds d'investissement dans des gros cabinets de CGP. Et il y a beaucoup d'interrogations, et à juste titre, et je suis curieux de connaître l'avis de mes homologues sur ce sujet. Il y a un premier phénomène qui est certain, c'est que cette entrée de fonds dans notre industrie fait monter la valeur de tous les cabinets, quelle que soit leur taille. Première chose. Donc ça veut dire que ça profite à tout le monde. En tout cas, à court terme, c'est le premier phénomène qu'on voit. Le second phénomène qu'on voit, c'est qu'il y a un phénomène de consolidation, mais pas de concentration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on a des acteurs les plus gros qui deviennent de plus en plus solides, qui se fortifient, c'est la définition même du mot consolidé, mais qu'il n'y a pas une réduction du nombre d'acteurs. Donc il n'y a pas de concentration pour l'instant. En 2020, il y a eu 200 cabinets de CIF CGP en net, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, qui se sont créés durant cette année-là. Donc consolidation, pas de concentration pour le moment. C'est les deux premiers phénomènes dont on peut parler avec certitude à court terme. Donc ça veut dire que, David, les grands n'ont pas tué les petits, quoi? Non, mais nous, on a coupé nos membres en 6 catégories. On voit très bien qu'on a une réorganisation dans les deux plus grosses catégories. Et pour autant, le chiffre d'affaires total qu'ils font, pour la première fois, a cessé de gagner en part de marché à l'intérieur du tout, et ce sont les catégories d'en dessous, donc des cabinets de taille moyenne, qui sont venus bénéficier des gains de part de marché. Donc c'est aussi un phénomène intéressant. Attention, les synergies ne sont pas immédiates. Donc ce que je dis, c'est une analyse court terme, il faut voir derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que les catégories n'ont pas perdu. Alors celle qui est la plus résiliente, étonnamment, ce sont les petits cabinets qui, crise ou pas crise, ont sorti le même chiffre d'affaires. Et ça, c'est très intéressant. Donc ceci, quand on dit consolidation, concentration, souvent on a aussi la tendance à dire mais les petits vont mourir. C'est absolument faux. Ils sont extrêmement résilients. Voilà. Ça veut dire, Stéphane, que la profession se porte bien. Enfin, on en revient un petit peu au constat de début. Si ça intéresse les fonds, si le chiffre d'affaires baisse pas, s'il y a des créations de cabinets, ça veut dire que le métier se porte bien. Ouais, il est clair que le métier est plébiscité. Il y a des nouveaux entrants. Donc effectivement, là où on craignait, là où on pensait, j'accompagne également des entreprises dans différents secteurs d'activité, en plus de l'activité de gestion de patrimoine, notamment dans la cession de cabinet. Je vois que des sessions de cabinet, la demande est pléthorique. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens veulent faire de la croissance externe parce que la profession marche bien, parce qu'effectivement, il y a une demande, parce qu'il y a des conquêtes de marché qui sont encore énormes à faire. Donc effectivement, c'est formidable. Et comme le disait Julien, le fait qu'il y ait des gros acteurs qui rentrent, des fonds qui rentrent dans des plus grosses structures, montre que, quelque part, c'est un métier qui a comment dirais-je, on peut le dire très clairement, une belle rentabilité avec un beau modèle économique. Philippe, comment vous le voyez ça? Est-ce qu'il y a des risques? Parce que moi, je me pose la question. Est-ce que si les cabinets grossissent, si on se met à ressembler un petit peu à d'autres acteurs, par exemple à des banques, pour ne pas les citer, est-ce qu'on ne va pas finir par avoir des salariés de conseillers en gestion de patrimoine qui un jour vont nous appeler parce que c'est la semaine du PEA, que le mois d'après ce sera celle du PER? Est-ce que ce n'est pas ça le risque un peu? Alors, Cédric, vous me voyez sourire parce que forcément, vous êtes en plein dans un sujet que je défends haut et fort, qui est l'humain, qui est le CGP et les raisons pour lesquelles, effectivement, nous avons décidé de faire ce métier. Je voudrais rappeler que la plupart d'entre nous, nous avons été effectivement salariés de groupe, que nous avons été dirigeants de réseau, etc. Et une des raisons pour lesquelles, effectivement, nous avons décidé de devenir chef d'entreprise nous-mêmes, c'était d'accompagner nos clients, c'était de diversifier notre clientèle et d'être, effectivement, j'ai entendu parler de généralistes, des généralistes capables de pouvoir diversifier à la fois les produits, les allocations d'actifs, les conseils, tant au niveau prévoyance, protection, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je voudrais quand même souligner qu'effectivement, le cœur de métier, il ne faut pas le perdre. Je ne suis pas contre les regroupements, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des investisseurs, etc. Mais je pense qu'il y a des perspectives d'avenir. Alors oui, effectivement, nous sommes arrivés à un certain niveau de connaissance de notre métier. On est de plus en plus connus, reconnus. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il y a toujours des virages à prendre. Et les virages qu'il faut prendre, ce n'est pas à 360 degrés, c'est progressif. Il y a encore des étapes à franchir. Il y a effectivement des consolidations qui peuvent s'expliquer. Il y a effectivement aussi des jeunes et des moins jeunes qui ont leur cabinet, qui sont structurés mais qui ont besoin de se développer. Et c'est à eux que je pense. Parce que
effectivement, si on commence, et vous avez prononcé un terme, vous nous avez parlé des banquiers, l'objectif n'est pas de faire une industrialisation du système en faisant un nivellement par le bas qui soit à la fois économique et humain, parce que sinon on va se retrouver dans le même problématique où les marges ne vont plus être les mêmes, où tous les intervenants, que ce soit nous, CGP, que ce soit les sociétés de gestion, etc., ben forcément, on n'a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre qu'il y a des données économiques où chacun doit se retrouver. Et si forcément on va vers un système pyramidal avec l'industrialisation que ça représente, je dis vigilance. Je répète, je ne suis pas contre, bien au contraire. Ouais. La réforme du courtage d'ailleurs va nous prouver un certain nombre de choses et il va y avoir pas mal de groupements qui vont vouloir nous rejoindre. Je crois qu'il faut juste faire preuve de prudence et veiller à ce qu'effectivement on ne confonde pas vitesse et précipitation. Julien ? Je vais rebondir sur les propos de Philippe. Ce qui est particulièrement prégnant et particulièrement intéressant dans la situation des CGP aujourd'hui, c'est qu'il y a encore tellement de place pour nous, on a encore tellement de parts de marché à aller chercher, qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a de la place pour tous les modèles. On a le sentiment aujourd'hui que chaque cabinet de CGP fonctionne avec son propre modèle, qu'il y a des CGP de toutes les tailles qui arrivent à vivre parfaitement de leur métier, des CGP tout seuls, des CGP qui sont dans les structures de 200 ou 300 personnes aujourd'hui, qui sont des salariés, mais à la différence des banques qui restent dans ces structures, il y a beaucoup moins de rotation dans les gros effectifs de CGP qu'il n'y a dans les banques parce que les dirigeants CGP ont été CGP eux-mêmes ou le sont toujours et ont compris qu'il fallait intéresser leurs salariés pour qu'ils restent. Donc le risque de voir cette rotation des effectifs comme on a dans le secteur bancaire est beaucoup moins fort chez nous. Mais je crois que le point clé, c'est vraiment celui de la part de marché. On a un tel potentiel devant nous de part de marché, de gain de part de marché, qu'il y a encore de la place pendant des dizaines d'années avant que finalement les parts de marché soient figées. Et là, quand les parts de marché sont figées, on le sait très bien, quelles que soient les industries, il y a cette fois-ci une concentration. David, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, quand on parlait des rapprochements, attention à ne pas arriver au ras-le-bol. Pourquoi attention à ne pas arriver au ras-le-bol ? C'était parce que justement, il ne fallait pas que certains se disent je grossis trop. C'était parce qu'il ne fallait pas tomber à la semaine du PEA. C'était pourquoi attention au ras-le-bol ? Oui, alors je ne me souviens plus avoir dit attention au ras-le-bol. Il faudrait que j'ai la phrase entière, mais, mais ce qui est clair, c'est qu'on pourrait très bien arriver à dans une situation où on aurait trop de capitaux qui seraient venus se déverser. Il se trouve que je fais accessoirement de l'acculturation de fonds étrangers, pas spécialement pour nos métiers, mais pour qu'ils comprennent la situation en France. Et il faut effectivement faire attention à ce qu'ils peuvent amener comme valeur dans certaines entreprises. S'ils venaient à saturer en investissement, il faudrait aussi voir si on n'a pas une partie de ces investissements qui sont un flight to quality. Mais vous savez, c'est flight to quality quand on n'a pas autre chose et on se dit tiens, ça c'est robuste et puisque je ne sais pas où le mettre, parce que ça en général ça peut se reprendre. Ça c'est dangereux. Mais attention au ras-le-bol. Franchement, il faudrait que je retrouve. Il faudrait me redonner la phrase pour que ça me revienne. On s'était dans une discussion. Donc, exactement. Voilà. Bon, on ne s'attarde pas sur le ras-le-bol. Il n'y a pas de souci là-dessus. La réforme du courtage. Alors moi, je dois vous avouer que oui, je la connaissais. J'avais une vague idée. Mais vous m'avez, quand on a préparé tout ça, appris beaucoup de choses. Alors on va remettre un petit peu, si vous le voulez bien, l'ouvrage sur le métier. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette réforme ? Qui veut se lancer pour la résumer si tout le monde n'est pas très au point ce matin sur cette réforme ? Je la résume en 2 mots et puis je laisse mes homologues en parler. En 2 mots, on est tous en train de préparer nos dossiers d'agrément à la CPR parce qu'il y a 2 dates qu'on a tous en tête. C'est la date du 1er avril 2022. À partir de cette date-là... Et ça, c'est pas une blague ? Comment ? Le 1er avril. Non, c'est jamais une blague. C'est la CPR... Oh, ils peuvent être marrants, mais pas dans les situations qu'on connaît. 1er avril 2022, tous ceux qui vont créer une nouvelle activité de courtage en assurance, IAS ou IOB, ou qui ont déjà une immatriculation à l'ORIAS et qui vont demander une nouvelle, par exemple, je suis mandataire et je veux devenir courtier, ils auront l'obligation de prouver qu'ils font partie d'une association agréée
par la CPR. C'est pour ça qu'on est tous en train de préparer nos dossiers d'agrément. Première date, 1er avril, c'est pour les nouveaux entrants. Seconde date, 1er janvier 2023. Tous ceux qui sont courtiers en assurance ou en IOB, donc je pense que ça concerne 100% d'entre nous, devront au moment de leur renouvellement à l'ORIAS, puisque je vous rappelle qu'on renouvelle notre accréditation à l'ORIAS tous les ans, prouver qu'ils font partie d'une association agréée. Donc si je résume, 1er avril 2022, c'est le flux, et 1er janvier 2023, c'est le stock. Voilà pour le résumé rapide. Et là, vous êtes tous les 4, entre guillemets, candidats, David? Oui, j'ai bossé toute la soirée hier sur le dossier. On a un premier dossier presque complet depuis hier soir tard. Stéphane, votre dossier est déposé? Notre dossier est déposé. Donc Bon. notre dossier a été déposé il y a quelques jours. Donc effectivement, pour répondre à cette volonté d'être présent sur ce sujet-là, je pense que ce qu'il faut préciser par rapport à ce que vient de dire Julien, c'est que ça ne concerne pas que les CGP. Je pense que évidemment c'est implicite, mais il faut bien repréciser que c'est l'ensemble des courtiers. Nous connaissons ici dans notre univers les courtiers assurance vie et un petit peu les non-vie sur ce qu'est la retraite et l'épargne, mais il y a tout le monde du courtage avec toutes les spécificités du courtage. Pareil pour le crédit. Et ça représente quand même, pour donner des poids, il y a à peu près 5000 professionnels CIF, on va dire CGP, même s'ils ne sont pas forcément tous CGP, en tout cas 5000 CIF. Il y a 40 000 courtiers tout confondus, donc ça fait 35 000 de plus. Et puis il y a à peu près 16 000 courtiers crédit. Donc voilà. Et il y aura combien de places, enfin combien d'élus qui peuvent déposer des dossiers comme association, parce que c'est une manne pour vous. Enfin, je vais être un peu terre à terre, mais... Non, mais il n'y aura pas que nous, il y aura d'autres candidats. Il y a des organisations historiques du courtage classique, si je puis dire, qui sont dans la boucle. On peut imaginer que de nouveaux candidats arriveront. Enfin, la presse professionnelle se fait écho de quelques projets qui iront ou n'iront pas jusqu'au bout, de création de nouvelles assos dédiées. Simplement, le régulateur place une limite. Il demande d'atteindre un certain seuil. Si on regarde ces seuils de représentativité, on peut légitimement penser qu'on devrait commencer avec autour de 8, 7 à 9 acteurs pour ce qui devrait faire comme c'est arrivé dans notre univers des CIF. On a commencé à 6, on n'est plus que 4. Il y aura une logique à un moment à revenir vers 5 ou 6. Ça, c'est un avis personnel. Par contre, quand on regarde les représentativités qu'il faut atteindre, il y a peut-être de la place pour 8 ou 9 entités. Oui, Philippe. Juste pour ajouter, parce que ce qui me paraît très important, c'est pas une révolution. C'est une évolution. Il ne faut pas oublier que nous, il y a quelques années, nous sommes passés de la même manière par toute cette réglementation, le fait qu'il y ait des associations professionnelles qui se mettent en place, etc. Donc, je voudrais avoir des propos rassurants. Le deuxième sujet, et qui pour moi est un sujet majeur, c'est que je parlais de synergie tout à l'heure. Ça va être quelque chose de génial, ça va être magique. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir avoir en face de nous des courtiers qui sont d'excellents professionnels et qui vont pouvoir nous apporter peut-être des réflexes que nous avions, qu'on a perdus ou qu'on n'a pas. Et on va pouvoir peut-être jouer la complémentarité et justement pouvoir encore plus hisser notre niveau d'expertise. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et en plus, les associations, nous sommes là effectivement pour les accompagner, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais ça fait déjà un certain nombre de mois que nous sommes prêts, tant sur le plan formation, intégration, réglementation, et également tout le système des ponts numériques et autres. Et quelles seront justement les prérogatives des associations? À quoi allez-vous servir, entre guillemets, une fois que chacun sera bien dans sa place, qu'on verra s'il y en a 6, 7, 8 Qui est-ce qui veut dire un petit peu ce qu'il a en tête? On a un rôle en fait qui est différent de celui qu'on connaît aujourd'hui sur le statut de CIF, puisque... Parce que chacun ne se positionne pas exactement pareil? Alors non, il y a deux choses. Il y a le fait d'accompagner et le fait de se positionner. Il y a le fait, les textes réglementaires nous disent que nous devons accompagner nos professionnels, non pas les contrôler, comme ça se fait pour le statut de CIF, et les accompagner et s'assurer simplement qu'ils ont une garantie financière qui est suffisante, ils ont une RCP, ils ont un médiateur, ils ont leurs heures de formation, et ils ont également tout ce qui était, adéquation entre les formations qu'ils suivent et les profils qui sont les profils des salariés au sein des cabinets. Donc ça, c'est la réglementation telle qu'on va tous la mettre en œuvre. Ensuite, les profils sont différents. Certains, je les laisserai parler, diront moi, je m'occupe que de mes troupes.
que des CGP. Et puis, en ce qui nous concerne à la SNCF, on a fait le choix effectivement d'avoir un spectre large. On a mis dans nos statuts effectivement qu'on était capable d'accueillir les courtiers affinitaires. La FG2A d'ailleurs, en la personne de son président, nous a dit qu'ils avaient envie de nous rejoindre. Les courtiers comparateurs, les courtiers conseils, les courtiers grossistes, les vies et les non-vies, et les crédits. Donc voilà, nous avons ouvert toute cette gamme-là. Pour quelles raisons c'est pas forcément pour la bonne aubaine, mais c'est également parce que quand on s'est posé la question en interne au niveau de notre conseil d'administration, on s'est rendu compte que notre savoir-faire, notre expertise, c'était vraiment d'aider le plus grand nombre, à mettre la réglementation en place dans leur cabinet. Ça, on pense qu'on le fait bien, on sait bien le faire pour les CIF, et on a envie de le faire pour le plus grand nombre. Maintenant, je pense que chacun a choisi son positionnement. Julien, c'est-à-dire que chacun dessine son périmètre. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand je me déplace, je tombe sur des courtiers qui me disent « Mais nous, on ne sait pas trop comment choisir notre association. On va y en avoir 7, 8, 9. » T'en parlais il y a une minute, David. Et moi, je leur réponds toujours la chose suivante. Je leur dis « Ça dépend de la population que vous voulez rejoindre. » Toi, Stéphane, effectivement, tu as fait le choix d'avoir la population la plus large possible et on va dire la plus complète dans le type d'activité qu'elle représente, puisque tu vas prendre tout type de courtier jusqu'aux affinitaires. Alors que nous, à la Chambre, on a pris la décision exactement inverse, qui n'est de prendre que des courtiers qui font de la vie et de la prévoyance ou du financement de biens immobiliers pour ceux qui font de l'IOB, c'est-à-dire des courtiers qui nous ressemblent. Et donc, je leur dis toujours... c'est ça qui doit guider votre choix. C'est pas. Alors parfois ils me disent il y a 20 € de plus de cotisation dans telle ou telle association. Je leur dis écoutez, très franchement, je crois pas que c'est ça qui doit faire la différence. Il y en a qui sont gratuites maintenant. Il y en a qui sont gratuites maintenant. Depuis hier, oui. Je vais changer d'association. C'est un scoop. Je crois que c'est ça le grand sujet. C'est de vous dire finalement quand je vais participer à des événements de mon association ou quand je vais appeler mon association, quel est le type de service que je veux avoir, et ce type de service est lié à la population qui fait partie de l'association. Donc nous, on n'est pas du tout dans la course à la taille, ça ne nous intéresse pas, et je ne dis pas du tout que c'est le cas de mes homologues, mais en tout cas, nous, ce n'est pas du tout un sujet. Nous, le sujet, c'est de rester une population homogène de professionnels de l'épargne, et donc, on n'ouvre pas la porte en grand, on l'entrouvre simplement. David ? Nous, on a l'avantage d'avoir des statuts et une âme bien définie, donc on va rester là-dessus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les statuts de l'ANACOFI prévoient que vous pouvez en être membre quand vous êtes une entreprise qui est liée au patrimoine ou au conseil à l'entreprise. Donc ça ouvre déjà suffisamment la porte, c'est déjà ce qu'on est. On a déjà 2500 entreprises CIF et 800 8 à 900 qui sont de courtage, mais dans cet univers-là, on va rester là-dessus, ce qui déjà sera une population suffisante par rapport à ce que je vois être sur le marché. Par contre, il y a un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que je dis ça, mais en même temps, un adhérent qui ferait de l'IARD pour une personne, pour des individus, mais qui le ferait aussi. Ben, je devrais le traiter aussi, je devrais pouvoir l'accompagner aussi. Hein. Donc attention, on aura public cible, mais ceci dit, quel que soit le choix que nous allons faire, nous devrons tous être capables d'accompagner nos membres, y compris dans ce qui sera pour eux des activités annexes. Voilà, et ça, va bien falloir en prendre la mesure malgré tout. Mais voilà, donc nous, on n'a pas à changer nos statuts, notre âme est toujours la même, et on gardera nos 2 sections internes pour ceux qui se disent CGP et qui peuvent le démontrer, ou conseil en finance et développement d'entreprise. Ça restera des sections internes. Philippe ? Ouais, pour ce qui nous concerne, nous, on a fait le choix effectivement d'avoir un esprit d'ouverture. Quand je dis esprit d'ouverture, puisque nous avons à la compagnie une fédération avec chaque association bien distincte, pour essayer de faire des mariages de compétences. L'autre sujet, c'est que notre société de formation effectivement nous permet de pouvoir apporter des compétences sur l'avenir, parce que je pense que c'est un métier, je rejoins ce que Julien disait tout à l'heure, on a de très belles années devant nous. Ce qu'il faut, c'est être capable de voir qui fait quoi, comment on le fait, et qui peut s'apporter un certain nombre de conseils, d'informations. Moi, ça fait que quelques années que je fais ce métier. Je continue à apprendre tous les jours, et ça me fait du bien d'échanger. Vous voyez, hier, j'étais dans une formation sur du foncier viticole. Étant bordelais, forcément, ça m'intéresse pour des sessions de propriété. Et malgré mes connaissances, j'ai appris plein de choses qui étaient vachement intéressantes. Donc je crois que tout ça fait qu'il y a des sujets majeurs, il y a des esprits effectivement d'ouverture qui peuvent permettre justement de pouvoir déborder sur autre chose et s'apporter.
Bon, on quitte un petit peu le technique pour élargir un peu notre horizon de lecture. Tout à l'heure, Guillaume Sommerer et ses invités auscultaient un petit peu la croissance, etc., la nouvelle donne et autres. Quel rôle, selon vous, doit avoir l'épargne dans ce moment de reprise, dans ce moment d'accompagnement de l'économie, des entreprises? Je vais résumer votre pensée à tous les quatre quand on a préparé. C'est tout le monde doit ramer dans le même sens. Ça, on a tous les 5 enfoncé une petite porte ouverte. Mais voilà, comment vous faites passer le message à vos membres? Comment les clients posent des questions à vos membres sur cet événement particulier qui est ce moment où l'économie qui avait été administrativement mise sous cloche redémarre? Qui veut débuter? David? Les messages, déjà, chez nous, ils passent mieux qu'ailleurs, puisqu'on a des obligations de formation depuis des années. On a un grand nombre d'événements pour nos professionnels de tout ordre, organisés par vous, par exemple, par nos organisations. Donc, il y a énormément de capacité de percevoir ce qui, à un instant T, est ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire à ses clients. Et puis, avec cette donnée, la formation est obligatoire. Donc, on voit bien que le niveau de nos professionnels, la formation annuelle et la formation initiale, ont sacrément monté. Et ces formations régulières font que ce qu'il y a de nouveau entre. Ensuite, on a une capacité d'échange avec nos clients. Donc, on se nourrit aussi de ce qu'eux disent. Et puis aujourd'hui, l'univers de la gestion de patrimoine est suffisamment visible pour qu'on ait des échanges directs avec les autorités. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc on voit bien là, quand il y a un plan de relance, nos organisations professionnelles, l'une ou l'autre, et sur différents éléments du plan de relance, on nous dit venez discuter. Et on vient discuter. Et à partir de là, on apporte nos avis. C'est vrai que si on regarde certains des textes, notamment Pacte, dans Pacte, il y a ce que certains d'entre nous avons écrit quant à ce qu'il fallait faire pour relancer l'économie et pour aller financer. Après, on peut avoir parfois des désaccords. Je veux dire, quand on a un gouvernement qui dit qu'il faut financer ça et que nous, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit ça qu'il faut financer, dans nos cabinets, on ne va peut-être pas proposer le produit qu'eux aimeraient qu'on propose. C'est déjà arrivé dans les 10-15 dernières années et il y a eu quelques flops avec des grands lancements, mais derrière, les professionnels n'ont pas suivi. Ça peut être chez nous, ça peut être chez les banquiers. Je ne vais pas sans citer de produit. Il y a un produit que le gouvernement veut lancer. On veut les pointer banquiers personne. ne veulent pas lancer ces temps-ci. On voit bien que ça va être compliqué. Quel rôle un CGP, Julien, doit avoir dans ce moment particulier pour accompagner ses clients et en même temps jouer un petit rôle citoyen et accompagner la reprise? À 18 ans, quand je suis rentré à l'université, à mon premier cours d'économie, de macroéconomie, j'avais un professeur un peu mystique. Et il a commencé, on s'est assis, on était à peu près 1 millier dans l'amphi, comme ça, on sortait du lycée. Et puis, il a dit, introduction, il n'est de force ni de richesse que d'homme. Conclusion, I égale S. Je vous avoue que on était dans un mysticisme économique total. Alors, on a appris quelques minutes après que I égale S voulait dire investment égale savings, ce qui veut dire l'investissement est égal à l'épargne. On a commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Le rôle, évidemment, des investissements pour la relance de l'économie. Je ne vais pas faire un cours d'économie ici parce que ce n'est pas le lieu et que vous êtes d'aussi bons économistes que moi, tout le monde le comprend. Qu'il vaut mieux aller vers des investissements productifs comme des investissements en dette privée ou en actions que d'aller simplement sur des investissements publics ou en investissement public. Mais... et que les CGP, pour parler d'eux évidemment, soutiennent les fonds relance. Vous savez, ces fameux fonds qui ont été mis en place, et on est tous signataires du comité de suivi de ces fonds avec le ministère des Finances. Donc notre rôle est évidemment très important parce qu'on est une courroie de transmission entre S, l'épargne, et I, l'investissement. Nous, on est un peu le égal entre les deux. Et surtout, et c'est là que j'en reviens à l'introduction de cet honorable professeur, surtout, il n'est de force ni de richesse que d'homme, c'est-à-dire que dans un monde où on sort, et encore je dis on sort, on arrive à la fin, je l'espère, d'une pandémie, qu'on est dans un univers de taux zéro qui ne devait durer que 6 mois ou 1 an, et ça fait déjà 3 ou 4 ans. Que le fonds euro qu'on utilisait comme produit d'épargne depuis 25 ans arrive aujourd'hui en fin de vie,
On est dans un monde extrêmement complexe. On nous parle de crypto-monnaie comme si c'était l'investissement roi des prochaines années. On est dans un monde tellement complexe que le client ne peut pas faire face à une machine, on en parlait tout à l'heure. Il a besoin d'avoir une analyse humaine. Et c'est ça le rôle du CGP, c'est d'orienter l'épargne d'être humain vers du productif. Stéphane, quand on a un client en face de soi qui est comme l'épargnant moyen, qui a accumulé quand il a pu de l'épargne parce qu'il était forcé de ne pas voyager, de ne pas aller au restaurant, de ne pas aller au ciné, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on a envie de lui passer comme message pour lui dire « Hé mon gars, là maintenant, il ne faut pas laisser sur le compte courant ». Comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas, comme dirais-je, dans la banque où on a des quotas à faire de tel ou tel produit. Donc la première chose, c'est pas de lui passer un message, la première chose, c'est de l'écouter. Et quand on écoute son client, eh ben, en réalité, ce qu'il veut, c'est placer son épargne, et surtout s'il l'a accumulé parce qu'il a vendu son entreprise, parce qu'il a pris des risques d'entreprise, c'est surtout pour lui de ne pas prendre de risques. Donc si jamais on pouvait lui vendre un fonds euro à 3%, il serait heureux comme tout. Et comme le disait Julien, c'est vrai qu'on vient de là, on vient de ces mauvaises habitudes, à tort ou à raison, peu importe, en tout cas c'était notre histoire, où effectivement je mettais sur un contrat, c'était garanti, ça me rapportait du 3-4% et c'était le bonheur. Maintenant il faut leur expliquer qu'effectivement le fonds euro ça ne rapporte plus rien, il faut leur expliquer ce que c'est que ce couple rendement-risque. Donc en fait, notre rôle, bien sûr, c'est ce fléchage de l'épargne entre l'épargne des particuliers et l'investissement dans l'économie. Mais d'abord pour ça, il faut qu'on leur donne confiance. Il faut qu'on ne change pas les règles du jeu, notamment les règles du jeu fiscal, toutes les 5 minutes. Il faut effectivement qu'on voit qu'on est dans des mécanismes long terme. Et à partir de là, nous, ce rôle pédagogique, on peut effectivement, bien sûr, l'aider à, pas forcément sur toutes ses poches, mais sur certaines poches, lui dire, ben voilà, il y a du private equity, il y a des UC qui sont plus ou moins risqués, leur faire comprendre ce couple à rendement risque. Et à partir de là, quand ils commencent à comprendre, moi j'ai vu certains clients très concrètement qui ont dit, bah, moi je veux pas de risque. Et puis effectivement, quand on leur a mis sur des trucs très très peu risqués, qu'on va les revoir 6 mois après, ils disent, ça rapporte pas grand-chose. Alors on dit, bah, peut-être qu'effectivement on peut prévoir une allocation. Et quand ils ont commencé à goûter à ça, eh bien ils trouvent que, à condition de régulièrement les informer, ils trouvent que c'est pertinent et ils y vont un peu plus. Philippe, vous appuyez depuis tout à l'heure beaucoup sur l'humain. Quand on vous connaît, vous avez rappelé votre côté bordelais, mais vous aimez bien être loin de Paris et être proche des gens, etc. Ça veut dire qu'il faut participer aussi pour les faire adhérer à cette relance de l'économie, à une forme de pédagogie, un peu comme, sans me mettre trop en valeur, mais ce qu'on essaie de faire tous les jours sur BFM Business, d'apprendre aux gens que prendre un risque, c'est pas avoir un accident, que c'est tout ça qui compte aussi pour relancer le pays. Avant que Philippe réponde, je voudrais juste te dire qu'on est proche des gens à Paris. Non, mais je sais. J'ai le droit de faire un clin d'œil aux seuls qui se sont revendiqués vraiment provincial dans nos discussions. Mais je ne me sens pas perdu, hein, soyez rassurés, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que, puisque Julien, tu parlais de prof d'économie, moi aussi j'avais un prof d'économie, mais qui était centré sur 2 axes. Et ses premiers cours, c'était d'expliquer le système pyramidal. Pyramidal humain, pyramidal économique. Et j'ai donc gardé ça, très simplement. Et aujourd'hui, quand j'interviens auprès des masters, etc., je leur explique que notre métier, c'est un métier génial, que notre métier a une dimension humaine et d'écoute qui est hyper importante, mais que notre rôle est d'être pédagogue. C'est-à-dire qu'on est suffisamment dans un monde complexe, on est suffisamment dans un monde où effectivement, je pense qu'on n'a jamais été aussi mauvais en communication, malgré tous les moyens qu'il y a. Nous étions en train de dire tous tout à l'heure que nous étions envahis de mails, que nous étions envahis de messages, etc. etc. Ben moi, ça ne me fait pas peur de temps en temps de prendre le téléphone et de dire « bon, là, il y a un problème à régler, il faut qu'on le règle, le problème ». Et ça, c'est la meilleure des choses. Et je pense que la deuxième des choses, c'est que le client ne doit pas être assisté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes pédagogues, qu'il a bien compris l'intérêt, alors je vais être un petit peu provocateur, puisque tout à l'heure, mes 2 collègues m'ont dit « vas-y, lâche-toi ». Alors je me lâche toujours d'une certaine manière, mais oui, il faut se lâcher.
Il faut se lâcher, pourquoi? Parce qu'il faut mettre le client devant ses responsabilités. Or aujourd'hui, quand il y a un engagement entre deux parties, pourquoi la responsabilité ne porterait uniquement que sur le CGP et le CIF? Je ne pense pas. C'est-à-dire que le client a sa part de responsabilité. Quand il se marie, qu'il achète sa maison, qu'il investit, il ne va pas demander qu'on l'assiste. Eh bien là, c'est la même chose. Qu'on l'accompagne, oui. Qu'on le conseille, oui. Qu'on diversifie, oui. Mais il faut vérifier si effectivement il a bien compris. Et depuis donc, ces deux systèmes pyramidaux, j'ai bien compris qu'il y avait des choses géniales qui étaient à faire. Et j'essaie de faire passer ce message aux plus jeunes quand j'interviens dans les masters. Et finalement, cette simplicité-là permet de pouvoir s'identifier aux attentes des clients. Et c'est ça qui est le plus important. Allez, on termine en évoquant un des thèmes qui bouge pas mal en ce moment. Vous avez peut-être aperçu que cet après-midi, vous parlerez avec Guillaume Sommerer des nouvelles frontières de l'investissement, des cryptos, du private equity, de l'ESG. Bon, tous ensemble, on a choisi de s'intéresser à cette ESG. Est-ce que ça marche bien? Moi, sur le plateau, chaque fois que quelqu'un vient, quelle que soit sa typologie, c'est bon, avant, c'est un peu nous qui poussions et il y avait un peu de greenwashing, mais maintenant, c'est fini. Les clients sont tous très avertis, ils veulent tous du vrai vert, etc. Est-ce que vous avez l'impression, je vous vois dire non, David, est-ce que vous avez l'impression que plus rien ne manque, que tout va bien dans le monde de l'ESG? Non, les clients ne sont pas avertis, ils sont sensibles, ce qui n'est pas pareil. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on vit tous dans une société, on reçoit tous les informations et les messages qui nous arrivent. Dans le temps, on allait les chercher. Maintenant, ils nous arrivent. Tous les médias que vous êtes et qui existent. En plus, maintenant, vous avez des médias, les gens les choisissent et après, ils sont bombardés par le truc qu'ils ont choisi. Ou ils l'ont choisi une fois, mais pendant 20 ans, ils vont recevoir le truc. Donc, vous avez énormément d'informations, ce qui fait que, oui, les gens sont sensibles. On ne peut pas aujourd'hui négliger le fait qu'on devrait faire quelque chose. Très bien. Maintenant, on a un sondage, on est en train d'en refaire un au niveau des fédérations européennes. Enfin, il y en a deux, la CNCGP et BIPAR, nous on est FECIF. Mais on a fait une étude là-dessus sur comment les professionnels, dans tous les pays d'Europe, le proposent, quelle est la réaction des clients. On va attendre celle de 2021-22 parce qu'elle est en cours, donc on n'a pas les résultats, mais on va prendre juste celle de juste avant qu'on soit tous enfermés. Ce que ça disait pour la France, c'est que la demande initiale d'un client qui rentrait dans un cabinet était seulement dans 3% des cas avec une demande ESG. Alors ça peut avoir changé avec toutes les campagnes qu'on a aujourd'hui, mais voilà. Donc ça va être bigrement intéressant de regarder la prochaine édition. Par contre, ce qui était très intéressant aussi, c'est que dès lors qu'un professionnel disait à son client « Voilà ce que c'est, je vous explique. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse que j'intègre ça dans ma proposition ?» Le taux d'acceptation de réponse « oui » était de 80% des clients, qui, une fois qu'on avait expliqué ça, n'avaient donc plus peur du non-rendement, du ce que vous voulez, ils disaient bah, « allez-y, intégrez-moi ça dedans ». Et ça veut donc bien dire que c'est quelque chose, les gens ils sont sensibles, mais que même si on est encore en cours de progression, il n'y a pas une demande massive initiale « je veux que ça ». Ceci dit, ça va peut-être changer, on va très très vite là-dedans, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. 2-3 questions. Le E, on sait, pas de carbone, ok, on sait faire. Il y a des petits calculateurs de tout ce que vous voulez. Vous vous mettez là-dedans, vous allez voir, je fais plus ça, voilà ce que tu as décarboné à l'échelle de la maison, ça marche très bien pour déplacement. Mais le S et le G, il faudrait qu'on nous apprenne à le quantifier. Donc tout le monde dit, bah, on fait des choses. Mais tant qu'on n'aura pas de vraie quantification norme mondiale, voire au minimum européenne, compliqué. Et puis il y a un dernier point que soulèvent surtout les gens de l'immobilier. Ok, qui paye? Je rappelle quand même que l'Allemagne annonce pour que mon pays, l'Allemagne, soit ESG, il faudra investir 1500 milliards. Qui paye? Voilà. Et ça, aujourd'hui, ceux qui le soulèvent le plus et qui en parlent à leurs clients, c'est les gens de l'univers de l'immobilier. Qui disent, vous savez, à un moment, on les va falloir. aussi en leur disant, vous allez plus pouvoir louer tel ou tel. Oui, mais et là, les débats qu'on a là-dedans, qu'on a chez eux, en tout cas, sont très intéressants. C'est vrai qu'on en parlait en préparant cet entretien, Philippe. C'est difficile, Stéphane, pardon. C'est difficile de prendre tous les critères, tous les réglages et dire oui, j'ai bien tout intégré. Bah, il suffit de prendre, je dirais, les quelques acronymes dont on entend parler. Ouais, déjà, il y a plein de labels. SR, ESG,
RSE. Ensuite, quand on voit les différentes réglementations, on a les labels ISR pour les fonds. Ensuite, on voit qu'on a la réglementation carbone, on a la réglementation SFDR. Donc voilà, déjà, pour le CGP, il faut intégrer tout ça. Ensuite, il faut expliquer ça au client. Je veux dire, au client qui est sensible. Donc il y a effectivement toujours, comme on l'évoquait, cet effort de pédagogie. Mais on voit qu'on parle de choses qui sont déjà complexes, qui ne sont pas normées. David le disait à l'instant, on n'a pas tous les mêmes règles. Les différentes réglementations se complètent, mais ne parlent pas forcément tous de la même chose. Alors qu'en définitive, quelque part, il y a un problème qui est celle qu'on vient d'évoquer, notamment, parce que ce n'est pas la seule, l'empreinte carbone. Donc on a aujourd'hui, on a fait quand même des gros pas en avant. Je veux dire, il faut voir le côté du verre à moitié plein. C'est vrai que le GIEC existe depuis 30 ans et qu'effectivement, on a beaucoup de gens, et sans doute grâce aux médias de ce côté-là, qui ont sensibilisé les intermédiaires et les clients. Mais on a encore un gros travail de transparence à faire, d'identification. Juste pour donner un exemple simple, quand on regarde aujourd'hui et qu'on veut répondre à l'attente des clients, on leur dit, bah, écoutez, voilà, il y a des fonds ISR, avec ça, dormez, braves gens, soyez tranquilles. On s'aperçoit, si on veut être un peu conscient, on s'aperçoit, si on prend la réglementation carbone, par exemple, que le niveau ISR souvent traite ce qu'on appelle le scope 1 ou le scope 2, c'est-à-dire les émissions carbone de l'entreprise intrinsèque ou de l'entreprise quand elle fait appel, à des énergies extérieures, mais on prend rarement ce qu'on appelle le scope 3 qui est la consommation énergétique des fournisseurs ou des clients, et qui là fait complètement exploser l'enveloppe carbone. Et quand on regarde, puisque normalement on parle de financement durable, c'est-à-dire que moi, le client, je vais investir dans quelque chose qui soit dans la durée, de façon à ce que ce soit facile et simple à comprendre, mais également performant. Et on se dit que, là encore, il y a des boîtes comme Axilia qui ont fait il y a plein d'entreprises qui ont fait ce genre de choses, mais effectivement, qui se sont dit, voyons un truc tout simple, est-ce que l'EBITDA de l'entreprise, éventuellement ensuite des fonds quand on accumule, est-ce que l'EBITDA permet de payer aujourd'hui la facture carbone? Parce que, comme disait David, qui paye? Et on s'aperçoit que certaines entreprises passent le cap, mais il y en a 3/4 qui ne les passent pas. Julien, votre lecture un petit peu de cet investissement qui se veut ou qui doit être durable versus la crainte de faire du greenwashing et de recolorier juste un peu en vert mon portefeuille. Ce qui est très surprenant, c'est que on nous interroge toujours là-dessus et on nous dit « Alors vos clients, ils vous demandent des fonds ISR, des fonds ESG ». Nos clients aujourd'hui nous demandent rarement, un peu plus qu'avant, mais rarement, d'investir dans des fonds ISR ou ESG. Alors ils nous en parlent comme ci, comme ça, mais ce n'est pas ça qui fait leur décision. Il faut bien comprendre une chose, l'ISR, le ESG, ce n'est pas bottom-up. Ça ne vient pas de la base pour aller vers le haut. C'est du top-down complet. C'est parti des fonds de pension ou des institutionnels qui ont demandé des produits ISR, ESG aux sociétés de gestion qui leur ont créés. Et une fois que ces produits avaient été créés pour les institutionnels, les sociétés de gestion les ont mis à disposition du marché retail. Donc on est top-down. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les fonds, ou l'immense majorité des fonds, vont être ISR, ESG avant que nos clients nous demandent majoritairement ce type de fonds. Dernier point intéressant, aujourd'hui, il n'y a plus de différence de performance, comme c'était le cas il y a quelques années, entre les fonds que vous avez cités et les fonds classiques, pour une simple et bonne raison, c'est que beaucoup de fonds classiques sont devenus des fonds ISR ESG. Les fonds ISR ESG, ce ne sont pas que des nouveaux fonds, ce sont aussi une multitude d'anciens fonds. Une évolution aussi de certains. Et je voudrais à nouveau rebondir sur ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Je te transforme un peu en trampoline, je te présente mes excuses. Je rebondis systématiquement sur tes paroles. Et on voit bien que puisque c'est du top-down, c'est le CGP qui va être pédagogue, et c'est en ça que je rebondis sur tes paroles, qui va être pédagogue et qui va éduquer ses clients à investir sur ce type de produits qui, pour l'instant, sont pour eux des choses qui sont encore un petit peu exotiques, où il y a quelques clients que ça intéresse, qui nous demandent réellement ce type de choses. Donc, on a un rôle à jouer dans l'éducation de nos clients. Philippe, presque le mot de la fin. On va la faire simple. Déjà, je pense que la première des choses, il faut arrêter de s'écouter parler. Nous, à la compagnie, on a mis en place une formation sur 3 ans, puisque vraisemblablement, il faut s'attendre à une certification AMF qui aboutisse dans 3 ans,
Donc on a décidé sur 3 ans de faire un fil vert. Ce fil vert, pour moi, il y a 2 manières de le faire. Il y a la manière compliquée en faisant les beaux, et il y a la manière simple en restant très simple, très clair. Effectivement, Stéphane, tu as expliqué le SG, l'ISR, les règles 7, 8, 6, etc., les règles belges, européennes, ce qu'il faut mettre en place, etc., etc. Je crois que le client, aujourd'hui, il a besoin de quoi? On le sait, l'essentiel des clients ont envie d'investir. Ils ont envie d'investir pour l'avenir, pour leurs enfants, pour eux-mêmes, etc. Après, ce qui est important, c'est ce que nous, et Julien, tu viens de le dire, ce que nous, on va pouvoir dégager de sincérité dans l'approche et dans la manière avec laquelle on va expliquer tout ça. Le client, il s'en fout. Ce n'est pas le problème de savoir si c'est telle règle européenne ou quoi que ce soit. Ce qu'il veut, c'est que nous essayons de détecter son modèle de sensibilité. Alors ça peut être la mer, ça peut être l'air, ça peut être tout ce que l'on veut. Et à partir de là, quand on va pouvoir détecter ses besoins, c'est à nous d'essayer de trouver les produits qui vont permettre effectivement de correspondre à ses attentes. Après, toute la réglementation, déjà qu'elle est indigeste, hein, soyons clairs. On ne peut pas l'imposer aux clients. On a un millefeuille administratif, donc je n'ose pas imaginer demain, d'ailleurs ça sera peut-être un sujet sur lequel il faudra revenir, c'est comment nous pourrions faire pour simplifier un certain nombre de documents. Je crois que ça serait déjà la bonne étape. Parce que si en plus on en rajoute d'autres avec une certification AMF sur les GLISR, ben, j'ai bien peur que finalement, à trop vouloir informer, on fasse l'effet inverse. Donc restons simples. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette table ronde. Cédric, oui. Je voudrais remercier Julien. Mes homologues David, Stéphane et Philippe d'être venus ce matin et de participer à cette table ronde et d'avoir compris que cet événement était pour toutes les associations et donc pour tous les CGP, quelle que soit leur association. Je les remercie du fond du cœur. Merci Julien. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Est-ce qu'il y a quelques questions? Il y a des micros notamment qui peuvent éventuellement... je vois une main qui se lève. Non? C'est pour dire au revoir. Bon, c'était pour dire au revoir. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. On marque une petite pause. Je crois que c'est l'heure d'aller manger. Et puis après, vous avez rendez-vous tout à l'heure dès 14h30 avec Guillaume Sommerer pour évoquer les nouvelles frontières de l'investissement. Très bonne journée et bon sommet.